Pour cette première conférence intitulée « Le potentiel de l'alternance et de sa voix accrue », vous pourrez découvrir les principales caractéristiques et les avantages que cette formule représente pour chacun des acteurs, soit l'élève, l'école et l'entreprise. Cette présentation sera réalisée par Mesdames Sofiane Soumi et Danielle Roy. Pendant qu'elles s'installent, voici quelques mots pour les présenter. Détentrice d'une maîtrise en gestion des organisations, profil recherche et d'un baccalauréat en administration des affaires, Sofiane Soumi a œuvré durant une dizaine d'années dans le domaine de l'éducation, notamment dans le secteur de la formation minière. Ayant comme mandat à l'Institut de réaliser des projets de recherche touchant divers sujets en formation minière, Mme Soumi a, au cours de la dernière année, coécrit un outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuits en formation minière et produit un avis destiné au ministre de l'Éducation concernant la disponibilité de l'instrumentation ministérielle en reconnaissance des acquis et des compétences, la fameuse RAC. Son parcours académique en éducation et en administration jumelé aux fonctions de propriétaire d'entreprise, d'enseignante, de conseillère pédagogique, de coordonnatrice en formation professionnelle et de présidente de l'Association québécoise de l'alternance études-travail a permis à Mme Danielle Roy d'adapter de nombreux programmes de formation de divers secteurs en alternance travail-études. Impliquée dans divers projets en alternance au Québec et à l'international, Mme Roy a collaboré dans le cadre d'un projet d'études en Suisse et en Allemagne à l'adaptation de la formation duale dans le but de développer un modèle spécifique à la culture québécoise. À titre de membre de l'organisation à l'international VET, regroupant plusieurs pays, elle participe ainsi aux échanges et au développement de l'alternance en constante évolution. J'invite maintenant Mesdames Sofiane Soumi et Mme Roy à nous livrer leur conférence. Merci. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, tout le monde. On est vraiment heureuse d'être avec vous ce matin pour cette première présentation dans le cadre du colloque de l'Institut. Alors, notre présentation s'intitule « Le potentiel de l'alternance et de sa voix accrue ». Alors, je vais juste me tasser un petit peu le plancher. Donc, qu'est-ce que l'alternance en fait? C'est un terme qu'on entend quand même pas mal parler, puis aujourd'hui, on va aussi démystifier là, les différentes définitions ou peut-être les définitions qu'on peut confondre là, entre certains autres termes. Mais de manière générale, l'alternance est une stratégie éducative, c'est un mode d'organisation de la formation que les centres de formation professionnelle peuvent utiliser pour permettre aux élèves de vivre leur programme de formation initiale en formation professionnelle au sein d'un milieu de travail, au sein d'une entreprise, pour nous, dans le secteur minier. Donc, il faut pas confondre. Ça ne veut pas dire l'alternance que c'est la théorie en centre de formation et la pratique en milieu de travail. C'est beaucoup plus que ça. Vous allez le voir au cours de la présentation. Pourquoi on a décidé de s'intéresser à l'alternance? Bien, en fait, vous le savez, nous, à l'Institut, puis je pense que les présentations d'ouverture vous ont bien fait voir le mandat de l'Institut, mais en fait, nous, on s'intéresse vraiment à l'actualisation de la formation minière dans le but qu'elle soit compétitive, mais aussi à la diversification des modes d'enseignement. Il y a quelques années, on s'est beaucoup intéressé aux simulateurs. Donc, l'alternance fait partie de la diversification des modes d'enseignement, tout comme la RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, en mars dernier, M. Drainville a annoncé, en février dernier, pardon, M. Drainville a annoncé des investissements majeurs en formation professionnelle. C'était plus de 80 millions de dollars, dont 17,2 millions qui étaient dédiés à la pérennisation d'une formule d'alternance accrue. Lui, il la nommait l'apprentissage accru en milieu de travail. Donc, nous, ça nous a donné la puce à l'oreille. On s'est dit des investissements majeurs dans ce créneau-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a vraiment découvert la volonté là, du gouvernement du Québec là, d'investir dans les stages, mais aussi dans la formation initiale en milieu de travail. Donc, c'est là qu'on s'est dit comment qu'on peut, nous, mieux accompagner aussi nos établissements d'enseignement pour avoir plus d'informations puis découvrir cette formule-là, voir comment ça peut s'adapter dans le secteur minier si c'est possible de le faire.
Suite à ça, en mars 2023, il y a eu la création du nouveau cadre de référence qui a été développé par le ministère de l'Éducation en collaboration avec beaucoup de partenaires, dont l'Association québécoise d'alternance travail-études, dont Danielle est la présidente. Donc, ils ont développé ce nouveau cadre-là qui met les balises, en fait, là, pour l'alternance accrue en formation professionnelle. Alors, on est vraiment parti de là. Puis là, on voulait justement amener les centres avec nous pour voir quelle est la différence entre l'alternance de base, l'alternance accrue, qu'est-ce que ça comprend, quelles sont les opportunités pour nous, pour le secteur minier, etc. Donc, on avait vraiment un intérêt à comprendre. On le sait, le marché du travail est en pleine mutation. Vous allez le découvrir aussi là, avec le panel d'experts là, un petit peu plus tard aujourd'hui, l'avènement de l'intelligence artificielle, son utilisation aussi de plus en plus dans l'industrie, l'automatisation, tous les enjeux liés au 4.0, bien, ça nous donne des indices que le fait qu'un élève soit en milieu de travail pour faire ses apprentissages, bien, c'est certain qu'il va avoir des bénéfices à ça. Il va être beaucoup plus préparé, mieux sensibilisé, plus informé, puis plus prêt, lorsqu'il aura son diplôme en poche, d'être habilité à fonctionner dans son milieu de travail. Alors voilà, c'est une étude qui est en cours présentement à l'Institut. Donc, depuis quelques mois, là, on travaille sur ce projet-là. Donc, nous, c'est une étude exploratoire. Donc, on part de cette vision gouvernementale-là, puis on la descend, là, en fait, là, dans les centres de formation pour voir comment on peut réfléchir à tout ça ensemble. Donc, l'Institut a préparé ce projet-là en 2 phases. Donc, il y a une phase d'information où on donne l'information finalement au centre de formation sur ce qui est exactement l'alternance accrue. Puis, par la suite, on va plus loin de manière individuelle avec chaque centre de formation professionnelle qui offre de la formation minière. Donc, on a la chance de collaborer avec CFP de l'Estuaire, de Sept-Îles, du nord du Québec, mais aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, donc nos 3 régions minières là, qui sont avec nous dans le projet. Donc, des rencontres plus détaillées où on va aller creuser beaucoup plus loin là, sur les avantages, les défis, c'est quoi les enjeux, les réalités régionales, c'est quoi les capacités d'accueil des entreprises aussi avec lesquelles les centres sont partenaires ou ne sont pas encore partenaires. Donc, tout discuter ces questions-là ensemble pour voir le potentiel de l'alternance accrue dans le secteur minier. Puis, donc, nos rencontres, justement, là, on a 2 rencontres la semaine prochaine, là, donc c'est ça, c'est vraiment en cours. Alors, à l'Institut aussi, on s'entoure aussi, on travaille avec les experts dans le domaine. Donc, c'est pourquoi on a fait appel à Mme Danielle Roy, qui est présidente de l'Association québécoise d'alternance travail-études. Donc, beaucoup d'années d'expérience en la matière, vous allez le découvrir. Puis, on travaille avec vraiment les spécialistes en la matière pour pouvoir mieux accompagner les centres, leur faire découvrir qu'est-ce que c'est exactement l'alternance accrue pour pousser la réflexion un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qui est possible? Alors, je cède la parole à ma collègue Danielle qui va vous en apprendre plus sur le sujet. Merci beaucoup, Sophie-Anne. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Effectivement, tel que Sophie-Anne le mentionne, l'alternance accrue, oui, c'est une volonté gouvernementale, mais c'est une volonté qui répond à un besoin avant tout. Je vous dirais, on pourrait commencer rapidement à en faire un bref historique. On se pose la question, l'alternance, c'est depuis quand on fait ça au Québec? Alors, ça a débuté dans les années, autour des années 66 avec l'enseignement coopératif à l'université. Et ensuite, autour des années 70, 72, pour la formation professionnelle et la formation collégiale. Alors, à ce moment-là, on parlait que l'alternance était une nécessité. Vous comprendrez que dans certains secteurs, à titre d'exemple, les secteurs agricoles, faute d'avoir l'opportunité d'avoir les ressources matérielles nécessaires, les équipements nécessaires, les animaux, les gros équipements de ferme, l'alternance se voyait un incontournable parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une ferme-école pour chacune des régions. Alors, à ce moment-là, on parlait vraiment d'une nécessité. Et au fil du temps, bien, plusieurs secteurs ont abordé cette stratégie éducative-là parce que c'était un moyen de faire vivre des expériences qui sont très
en réalité avec le marché du travail et en réalité avec ce qui se vit dans les entreprises. Alors, différents secteurs, tous les secteurs, je vous dirais, la majorité des secteurs se sont initiés graduellement à l'alternance travail-études. Et puis, éventuellement, bien, on s'est rendu compte qu'au début, les élèves allaient cogner aux portes des entreprises pour demander un stage de formation. Et actuellement, avec ce qui se vit, avec vraiment la réalité qui fait en sorte que, bon, on connaît la réalité de la pénurie ou rareté de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. On connaît aussi, je vous dirais, l'avènement de la réforme scolaire des années 2000 fait en sorte que cette formule-là répond davantage aux jeunes d'aujourd'hui. C'est des jeunes qui ont appris en faisant des apprentissages par projet. Alors, de donner une formation purement, beaucoup théorique, même si on a de très beaux ateliers pratiques, mais les jeunes veulent s'impliquer dans le milieu, veulent échanger, ils veulent aussi vivre un sentiment d'appartenance pour s'intégrer progressivement dans l'entreprise. Et puis, on découvre vraiment là, l'engagement des jeunes à ce niveau-là. Alors maintenant, on parle beaucoup plus d'une opportunité que d'une nécessité quand on parle d'alternance. Comme Sophie-Anne le mentionnait, on parlait d'alternance travail-études au départ. Et puis, avec l'avènement souvent on entendait parler en Europe, la formation duale, c'est très populaire. Pourquoi on ne ferait pas ça ici au Québec? Alors effectivement, personnellement, je suis allée faire un projet d'études en Suisse pour apprendre la formation duale et j'entendais que le gouvernement du Québec voulait aller vers cette formule-là et voulait s'inspirer du modèle dual allemand. Alors, j'ai intégré le pays de l'Allemagne pour vraiment prendre contact avec la réalité de chacun de ces acteurs-là. Alors, je voulais comprendre comment ça se vit l'alternance, comment ça se vit la formation duale là-bas. Et j'ai rencontré des directions de centres de formation professionnelle, j'ai rencontré des enseignants, j'ai rencontré des élèves qu'on appelle là-bas des apprentis. J'ai rencontré des entreprises, j'ai rencontré le superviseur dans l'entreprise qui s'occupe du jeune. J'ai aussi rencontré des associations professionnelles, des associations syndicales, parce que dans certains secteurs, il y a beaucoup d'associations syndicales qui sont impliquées. Et j'avais vraiment, je trouve qu'il est important de connaître la réalité de chacun pour voir, de pouvoir comprendre les retombées pour chacune de ces personnes-là. Et puis, c'est intéressant aussi de jaser avec les apprentis. Et je vous dirais que j'ai même eu la chance de jaser avec les parents. Parce que vous savez, en Europe, la formation duale, c'est une culture de formation avant tout. Nous, ça fait ici au Québec, ça fait à peu près 50 ans, comme je vous le mentionnais plus tôt. Mais en Europe, ça fait au-delà de 100 ans qu'ils développent cette formation-là. Et à la fin du primaire, autour de 5e, 6e année, les parents, avec leurs jeunes enfants, commencent déjà à aller rencontrer des entreprises pour savoir à quel endroit le jeune va aller faire sa formation, son apprentissage, sa formation duale. Alors, ça commence de façon graduelle là, autour de, tout dépend du programme qu'il décide, là, mais autour du secondaire 3, qui est l'équivalent à peu près ici, 4 et 5, et puis ça commence graduellement. Parfois, c'est une journée par semaine, parfois, c'est 2 jours semaine, et il y a différentes formules. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment une implication de tout le milieu. Les entreprises s'impliquent beaucoup parce qu'ils forment la relève de demain, c'est leurs futurs employés. Et c'est une fierté, quand je vous dis c'est une culture de formation, c'est une fierté parce que je me souviens, entre autres, en Suisse, les entreprises qui recevaient des stagiaires collaient un petit logo dans leur vitrine qui mentionnait qu'ici, on encourage les jeunes, on a des jeunes en formation. Alors, c'est vraiment un plus. Et quand je suis revenue de ce projet d'études-là, bien, on a, avec l'association, on a collaboré avec le ministère de l'Éducation pour répondre aux questionnements, pour faire en sorte, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ici? Alors, suite à ça, le ministère de l'Éducation a mis en place des projets pilotes. Il y a eu 26 projets pilotes sur qu'on appelait les stages accrus. Et ça préconisait qu'il y avait 50% de la durée du programme d'études qui se réalisait dans les entreprises. Alors, on a mis en place ces 26 projets pilotes-là. Et puis,
à la fin de la réalisation de ces projets, on a fait un sondage de chacun des participants, de chacun des acteurs. On a demandé aux entreprises, pardon, quelles étaient les retombées positives, ben, les retombées positives ou non, les enjeux. Même chose pour l'étudiant, l'élève, et même chose aussi pour l'enseignant et bien sûr les entreprises. Alors, une fois qu'on a récolté ces informations-là, c'est là qu'on a rédigé un rapport, et puis c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu la rédaction du nouveau cadre de référence, où on parle d'alternance de base. Mais on a ajouté, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation a ajouté la nouvelle partie qui est l'alternance accrue, qui n'est pas à 50 %, parce que faisant suite au projet pilote, on s'est rendu compte que 50 % c'était trop ici. Parce qu'en Europe, en formation duale, c'est souvent 50 % et plus. Alors qu'ici, on s'est dit 40 % pour la majorité des programmes. Donc, c'est 40 % et plus. Ça n'empêche pas que certains secteurs ou certains programmes peuvent se donner à plus de 40 %, mais certains autres secteurs, bien, alors on a la voie de base qui est 20 % de la durée du programme à 39 % et on a la voie accrue qui est 40 % et plus des apprentissages qui sont réalisés par les élèves dans l'entreprise. Et comme Sophie-Anne le mentionnait, c'est vraiment... c'est pas de dire qu'on va faire la pratique à l'école et on va faire la théorie à l'école et la pratique en entreprise. Quand on parle d'alternance accrue, ben le mot le dit, tout est accru, dans le sens que l'implication des gens, les jeunes s'engagent beaucoup plus. On voit vraiment que les jeunes développent beaucoup d'autonomie. Ils s'intègrent graduellement et progressivement dans l'entreprise et ça fait en sorte que vraiment, dès le début de la formation, les gens s'impliquent et même dans l'entreprise, on leur fait une place. Alors, c'est gagnant-gagnant. Et si je peux me permettre, comme était mentionné, je participe aussi à un partage d'échanges qui regroupe plus de 27 pays sur la formation duale ou la formation en alternance. Et je profite de l'occasion pour mentionner qu'ici au Québec, on ne peut pas parler de formation duale parce que c'est un terme qui appartient à l'Europe. Et ici, on parle vraiment d'alternance, alternance accrue. Et puis, je vous dirais, suite aux recommandations et la mise en place de l'alternance accrue, bien, pourquoi ça s'appelle aussi alternance accrue? C'est que c'est une alternance qu'on fait qui est en relation avec la réalité québécoise. On ne peut pas dire qu'on fait de l'alternance, on fait de la formation duale ici, même si on pouvait utiliser ce titre-là. On n'est pas en Europe, on n'a pas 100 ans d'expérience. On est nous, on est notre réalité. Et ce que je trouve particulièrement intéressant de l'alternance accrue, c'est qu'elle se développe dans différents secteurs. Et vraiment, je suis très heureuse de constater, très ravie de voir que le secteur minier va s'initier graduellement et même est déjà, dans certains cas, implanté. Alors, ça répond à un besoin. On est en 2023, il y a de plus en plus d'ouverture, de plus en plus d'accueil. On fait la place pour la relève. Alors, c'est vraiment un souci là, de vouloir partager. Et puis, ce qu'on partage avec les autres pays, bien souvent, on se rend compte qu'au Québec, même si ça ne fait pas aussi longtemps qu'on fait de l'alternance, les défis et les enjeux et même les avantages sont particulièrement les mêmes. Justement, il y a 2 semaines, j'avais une rencontre, puis je questionnais les gens des autres pays à savoir si eux, est-ce qu'ils vivaient des réalités de peut-être d'avoir des besoins de formation plus courtes, des besoins d'avoir une relève plus rapidement. Et je vous dirais que l'enjeu est présent pas mal dans tous les pays aussi. Et même si ça fait plusieurs années qu'ils réalisent l'alternance, ils sont beaucoup en train de revoir eux-mêmes leurs programmes, leur façon de faire, à cause des nouvelles technologies, à cause des enjeux technologiques, démographiques, les enjeux socio-économiques également. Alors, c'est vraiment une place de partage et je crois qu'on apporte autant qu'on reçoit, donc c'est toujours une formule gagnante-gagnante. Les défis, les enjeux, je vous dirais, si vous me demandiez un seul défi, puis j'aurais le goût de vous en nommer un seul, mais il regroupe
beaucoup d'autres enjeux, c'est vraiment l'enjeu de collaboration. Il faut vraiment mettre en place une structure de collaboration, un partenariat entre chacun des acteurs. Donc, c'est une stratégie qui est tripartite. On a les établissements d'enseignement, on a les entreprises et au cœur de tout ça, on a l'élève. Et pour que l'élève puisse atteindre sa diplomation, pour qu'on favorise la diplomation, pour qu'on favorise vraiment son intégration professionnelle, parce qu'on suit une formation parce qu'on veut travailler dans ce domaine-là. Alors, souvent, l'enjeu qu'on rencontre, c'est quelles sont les attentes des gens? Quels sont les rôles et responsabilités de chacun des acteurs? Et quand on prend le temps de se rencontrer, de rencontrer les entreprises, le centre de formation professionnelle ou collégial font un plan de formation, on valide ça avec les entreprises et de cette façon-là, on sait vraiment quelles sont les tâches, quelles sont les attentes et quelles sont les supervisions qui sont attendues. Alors, à ce moment-là, je vous dirais que c'est une collaboration et on met en commun l'expertise de deux milieux qui sont très forts, qui sont très connaissants et on partage là, le plus-value des deux. Alors, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Si je vous énumérais que quelques avantages, bien, je vous dirais, premièrement, pour l'élève, dès la première fois que l'élève va faire une première incursion dans le milieu du travail. Et ce qui est avantageux avec l'alternance, c'est que contrairement à un programme régulier où l'élève fait un stage à la fin de sa formation, bien là, on peut aller en entreprise presque déjà au début de sa formation, si on veut. Et puis, ça permet tout de suite à l'élève d'avoir une confirmation de son choix de carrière. Donc, l'élève, tout de suite, quand il arrive dans l'entreprise, il ressent, est-ce que je suis au bon endroit? Juste en arrivant dans l'entreprise, il le voit, il le sent, il s'intègre avec les gens. Et c'est un plus aussi pour les entreprises qui prennent le temps de leur faire vivre chacun des milieux, chacun des départements, rencontrer les employés. C'est vraiment là un plus. Pour ce qui est des entreprises, bien, l'entreprise, elle participe à la formation et elle participe vraiment à pouvoir collaborer avec le milieu scolaire. Il se crée un échange de partenariat très intéressant. Et en terminant, pour l'établissement scolaire, bien, pour les enseignants, bien, tout l'établissement scolaire, mais particulièrement les enseignants, bien, il y a une collaboration très étroite avec le milieu du travail. Les enseignants ont l'opportunité de prendre connaissance des différentes façons de faire de diverses entreprises et aussi peut-être des nouveaux logiciels, nouveautés technologiques. Alors, c'est vraiment un plus. Je dirais que c'est une formation continue pour chacun des acteurs. Alors, ben, j'aurais le goût de m'entretenir plus longuement avec vous à ce sujet-là parce que, comme vous voyez, c'est un sujet passionnant. Mais je vais laisser la parole peut-être aux gens de poser des questions. Oui. Merci. Merci. Ça suscite déjà beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions en attendant que vous vous rendez au micro? On a des questions en ligne, c'est moins gênant parfois. Donc, une personne notamment du ministère de l'Enseignement supérieur qui est à l'écoute actuellement en ligne qui nous dit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font en enseignement supérieur pour se lier aux besoins de formation du secteur minier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre perception en ce sens, vos objectifs, vos impressions, questions aux besoins? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est ce qu'on voit notamment en enseignement supérieur? C'est ce que oui, en enseignement supérieur, que ce soit au collégial ou à l'université, il y a des programmes d'alternance également qui se réalisent. La formule est un petit peu différente parce que souvent au collégial et à l'université, les périodes en entreprise vont se réaliser souvent entre les sessions. Donc, exemple, session d'été, au lieu que l'étudiant aille travailler dans un autre domaine, bien, il va travailler dans son domaine. Et on le qualifie à ce moment-là d'alternance. Mais ça peut être un peu différent, mais généralement, c'est de cette manière-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, il y a quelqu'un au micro que je vois présentement. Donc, je vais vous demander de vous nommer, puis de poser votre question. Isabelle Lessard, du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La question, c'est que dans le modèle dual, est-ce que les entreprises sont impliquées dans l'évaluation? Parce que des fois, quand on fait des stages, tu sais, bon, les jeunes acquièrent
certaine expérience, mais si on parle d'enseignement, ben là, est-ce qu'on délègue la responsabilité d'évaluation? Puis des fois, le milieu de l'enseignement est très pointilleux et chatouilleux sur l'évaluation. Je peux répondre? Oui, merci. Alors, très bonne question. Merci de soulever ce point. Effectivement, l'évaluation, quand l'élève est en entreprise, le superviseur en entreprise va lui donner des rétroactions. Il va faire des évaluations en aide à l'apprentissage, donc des évaluations qui vont être plus formatrices. Mais l'évaluation en fin de sanction demeure sous la responsabilité de l'enseignant. C'est la loi de l'instruction publique, l'article 19, qui est mise en cause. Donc, l'enseignant demeure le seul et unique responsable d'avoir le verdict final, je vous dirais, de délivrer un succès ou un échec ou une note, malgré que le superviseur en entreprise a la possibilité de diriger le jeune, de l'accompagner et puis de lui montrer une bonne façon de faire ou ces choses-là. Ça répond à votre question? Oui, donc, vous pouvez y aller, monsieur. Ah, Madame Lessard, une sous-question? Ben, la sous-question, c'est ça, je comprends ça au Québec, mais dans le modèle dual, en Allemagne, tout ça, s'ils sont allés plus loin, est-ce qu'ils ont été jusqu'à déléguer une part de l'évaluation? Je vous dirais que ça varie de pays en pays. C'est vraiment les règles nationales de chaque pays. Je collabore entre autres avec Madagascar actuellement, de façon plus particulière. Et eux, ils sont en train de revoir justement le décret et tout ça pour décider, mais ils veulent vraiment s'assurer que les enseignants continuent d'avoir le verdict parce que sinon, ça prendrait des enseignants en entreprise ou bien ce serait quoi la plus-value de l'enseignant? Alors, ils veulent préserver la place des deux. Mais je dirais que c'est la donnée qui est pas mal généralisée au niveau international. On veut préserver le rôle de chacun. Bonjour, Daniel Laflamme, Service Québec. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Ce que je remarque, c'est qu'en Allemagne, on a un écosystème qui est déjà établi depuis plusieurs années entre les institutions d'enseignement, les entreprises, pour faire ce modèle-là. Et dans l'entreprise, il y a même une structure aussi pour accueillir ces jeunes-là. Donc ici, je pense qu'il y a un défi au Québec pour élaborer cet écosystème-là qui ne vient pas du jour au lendemain. Là, vous avez parlé des jeunes. Moi, je veux parler aussi des adultes, parce que les adultes, d'un point de vue démographique, jouent un rôle extrêmement important sur le marché du travail. Donc, le modèle peut être intéressant. Vous avez parlé aussi des programmes de formation qui étaient raccourcis. Déjà, on a un exemple lundi passé, lorsque le premier ministre a parlé des 5 programmes en construction qui allaient devenir les AEP. Je pense que je vois une tendance lourde à ce niveau-là. Ma question, c'est qui m'interroge beaucoup, vous dites, la théorie ne se fera plus nécessairement au niveau de l'institution d'enseignement, puis la pratique ou le stage se fait en entreprise. Et là, je cherche à trouver le rôle de l'institution d'enseignement si elle n'applique pas la théorie, la notion de conceptualisation là, avant le stage de l'élève. C'est que j'aimerais bien comprendre de quelle façon ça peut s'élaborer. Bien, quand je mentionne que ce ne sera pas nécessairement la théorie à l'école et la pratique en entreprise, ce que je veux mentionner, c'est que en formation professionnelle et même au collégial au niveau technique, actuellement, il y a beaucoup de pratiques qui se font dans les centres de formation professionnelle. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus on ne fera plus du tout de pratiques en centre de formation professionnelle, d'où on ferait uniquement de la théorie. Mais ce que je veux dire, c'est que la théorie aussi pourrait et se fait également en entreprise. Parce que les enseignants, ils vont aller faire le tour, ils vont superviser, ils vont aller encadrer l'élève. Ils vont accompagner aussi le superviseur de stage. Alors, il y a vraiment une délivrance et une expertise qui est partagée. Et il peut y avoir aussi, dans le nouveau cadre de référence, on note également l'arrivée de l'aspect numérique
qui est une notion très importante et que les étudiants, les élèves pourront, à travers un local, si c'est possible, ou chez eux, avoir accès peut-être sur leur téléphone à un processus ou un pas à pas pour vraiment réaliser une tâche. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a vraiment pas scindé, on n'a pas clivé la théorie à l'école et la pratique en entreprise. Et j'abonde dans votre sens en disant que j'ai parlé des jeunes, mais il y a les moins jeunes et les gens qui sont d'un certain âge se retrouvent très, très bien et très confortables dans une formule d'alternance parce qu'ils se retrouvent en milieu de travail, non seulement entièrement à l'école, alors ça devient beaucoup plus représentatif du marché du travail. Puis si je peux peut-être compléter aussi, oui. Lorsqu'on élabore un programme en alternance aussi, il y a vraiment une discussion entre l'établissement puis l'entreprise où on regarde chacune des compétences puis on regarde qu'est-ce qui peut être fait en entreprise réellement, qu'est-ce qui serait mieux qu'il soit fait en centre de formation. Donc, une compétence théorique et pratique, théorie et pratique peut être complètement faite en centre ou en entreprise, tout dépendamment. Donc, il n'y a pas de formule pour chaque compétence. C'est vraiment des programmes personnalisés presque pour chaque individu qui entame une formation en alternance, là, tout dépendamment dans l'entreprise dans laquelle il se trouve, là, finalement. Dernière question. Excusez-moi, je vais quand même faire une seule question par participant. Je suis désolée, parce qu'il y a quelqu'un derrière vous. Il nous reste 2 minutes, donc malheureusement, la gestion du temps. Donc, Monsieur Fauché. Oui, bonjour, Luc Fauché du Centre d'expertise Ferroviaire Rail. Très belle présentation, merci beaucoup. Je trouve le principe d'alternance travail-études et même accru extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, comme vous les avez cités, mais est-ce qu'il y a aussi des irritants ou des contraintes ou des pièges à éviter, je dirais, pour ceux qui veulent monter ce type de projet-là dans la belle expérience que vous avez? Qu'est-ce que vous avez vu qui n'était peut-être pas suffisamment clair au début ou qu'il faudrait éviter de faire? Ça serait intéressant. Effectivement, je vous dirais, première chose, c'est de vouloir faire ça trop vite. Ça, c'est un piège à éviter parce que plusieurs gens disent, bien, on connaît déjà notre programme, on connaît notre industrie, alors les entreprises sont prêtes à recevoir les élèves, ils ont besoin d'avoir de la relève, alors d'ici 2 mois, on s'en va en alternance. Particulièrement si vous êtes en alternance accrue, moi, je vous dirais, je fais souvent l'analogie avec construire une maison. Si on fait les fondations, puis qu'on monte la charpente tout de suite, puis que la fondation n'est pas vraiment bien structurée, et tendance que peut-être ça ne soit pas aussi solide et ces choses-là. Alors, il faut vraiment prendre le temps avec l'équipe enseignante de valider quel est le contenu qui peut être enseigné dans les entreprises, qui peut être dévolu aux entreprises, et s'assurer aussi que si on a peut-être 10 entreprises qui collaborent dans notre programme, bien, s'assurer que les tâches qu'on détermine à être réalisées en entreprise, elles vont se réaliser dans les 10 entreprises. Pour ne pas dire, ben OK, eux, c'est tel type d'entreprise, on va faire la tâche, puis tel autre élève, il va être dans une autre entreprise, il fera autre tâche. On fabrique et on réalise le programme en fonction de la réalité régionale, la réalité de nos entreprises. Alors, c'est pour ça qu'on prépare ça à l'école avec l'équipe enseignante et on invite les entreprises pour leur présenter le projet pour voir est-ce que c'est réalisable pour vous? Est-ce que même l'échéancier, on a prévu, exemple, de faire l'alternance en période de, je dis à tout hasard, mi-octobre à début décembre. Est-ce que c'est quelque chose qui est logique pour vous? Alors, peut-être certaines entreprises vont dire, nous, ce moment-là de l'année, ça serait mieux un peu plus tard. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, je vous dirais, les défis, c'est vraiment, comme je disais, la collaboration, la communication pour s'assurer qu'on prenne le temps de bien préparer les choses, puis le temps qu'on prend à le préparer avant, on le gagne dans la réalisation. Puis comme tu me le nommais souvent aussi, la communication, mais aussi au niveau des rôles et responsabilités de chacun, que chaque partenaire comprend vraiment son rôle aussi qui joue dans cette formule-là. Là. Parce que ça peut créer des fois des situations moins intéressantes. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces magnifiques questions. Donc, pour ceux et celles qui sont en ligne comme en présentiel, n'hésitez pas, on va recueillir toutes vos questions et par la suite, on les transfère aux conférencières d'aujourd'hui pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup à vous deux pour cette magnifique conférence.